Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous parler donc de l'asymétrie dans les jeux, donc un thème assez chouette qu'on m'a suggéré et que je suis contente de traiter, avec un espèce de gros dossier, donc on verra bien ce que ça donne. Et sinon, je vais commencer juste par vous donner les petites nouvelles de la chaîne. Donc déjà, je suis assez contente. Là, on est à 400 abonnés, donc c'est plutôt chouette. Ça correspond à peu près à ce que j'espère, donc je suis contente. Je voulais surtout dire que on est jeudi, demain on est vendredi. Donc comme la semaine dernière, je voulais essayer de répéter le défi un peu tous les vendredis, d'essayer de parler d'un jeu qu'on m'impose. Donc n'hésitez pas à me dire de quel jeu vous voulez que je parle par commentaire. Et celui qui aura le plus de voix, j'en parlerai demain. Voilà, je garde aussi ce qui a été dit la semaine dernière, hein, tout ça. Autre nouvelle, j'ai fait une... Ah oui, donc la semaine dernière, comme ça, j'avais parlé de Tricarion. Voilà, donc c'était pour dire ça. J'ai fait une liste de jeux, de tous les jeux dont j'ai parlé sur la chaîne. Ça fait à peu près 150, donc je suis contente parce que j'aime bien parler de plein de jeux. Donc j'ai une preuve que j'ai parlé de plein de jeux. C'est sur les à propos de ma chaîne, vous avez le lien, je vous remettrai en commentaire. Voilà, c'est pour ça que ça intéresse des gens. Autre nouvelle, il y a... Je vais commencer peut-être, donc là hier j'ai parlé de Woodcraft, donc un jeu qui sort à Essen, et je suis pas mal motivée pour commencer à regarder un peu donc, les sorties qui vont arriver pour Essen, vu que là il commence à y avoir des annonces, donc je vais peut-être commencer à en parler un peu semi-régulièrement sur la chaîne de la préparation d'Essen en termes de jeu et peut-être un peu en termes d'autres choses autour. Et sinon voilà, c'est à peu près tout, et hier j'ai joué à Power Struggle et ça faisait très longtemps et c'était très bien, donc ça aussi je suis contente. Voilà, hop. C'est tout pour le blabla général. On va passer donc au thème d'aujourd'hui qui va être l'asymétrie dans les jeux. Alors, donc c'est un terme qui est vachement large, qui peut être compris de plein de manières différentes, et notamment un des jeux qui est très souvent cité et qu'on m'a cité en me suggérant ce terme. Donc, oui, on m'a suggéré ce thème par commentaire. Là tout de suite je me suis impliquée, je suis désolée, mais je trouve que c'est une très bonne idée, et ça peut recouvrir plein de trucs, et ouais, sur la manière de voir le jeu, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc moi je vais vous parler de ma manière de voir les choses. Sur un panel de jeux assez différent où on parle pas forcément de la même chose quand on parle d'asymétrie à l'intérieur. Et de c'est quoi le type de jeu asymétrique que j'aime bien. Et notamment, donc, on va parler de Root, qui est un peu l'exemple classique en la matière. Donc Root, c'est un jeu donc d'affrontement, de conquête, de gestion un petit peu, où on va jouer autour de la table plusieurs factions, chacun a sa faction et toutes les factions jouent différemment. Donc il y a quelques règles de base sur le déplacement, sur le combat, sur la construction, et encore. Mais sinon tout le monde va... sinon tout va se jouer différemment d'une personne à l'autre. Bon, il y a eu un souci dans mon affaire, j'ai peur, c'est pas grave, j'ai planté. Donc vraiment chacun a ses règles, et ça va être le fait de tous jouer ensemble avec pas les mêmes buts qui vont donner quelque chose. Donc tout le monde a quand même un but d'arriver à 20 points de victoire ou de gagner avec l'arrière, mais la manière de faire ses points est très différente selon les personnes. Donc ça c'est vraiment un jeu qui est un peu purement asymétrique puisque chacun joue avec ses règles autour de la même table. Et en fait pour moi ça c'est assez typique des jeux vraiment d'affrontement. Donc là le but c'est d'accomplir son objectif qui est un objectif opposé à ceux des autres. Alors c'est un peu moins vrai dans Root que dans les autres de ce dont je vais parler, mais pour moi c'est un premier type d'asymétrie qui est pas vraiment le même que dans la gestion, même si Root a un peu ce côté un peu ambivalent, mais pour moi il vient du côté affrontement, du côté un peu wargame, d'ailleurs de base c'est un wargame plus ou moins. Voilà. Donc Root, donc on en parlait, vraiment il y a des combats, il y a différentes factions, et ça va avoir son importance parce qu'en fait chacun a sa manière de faire des points de victoire. Et c'est tout différent, mais ce qui va faire que le jeu marche bien, c'est qu'on a donc des interactions entre ces différents peuples avec certains qui vont avoir des velléités à bloquer telle et telle personne. Tout le monde va vouloir bloquer tout le monde avec de l'opposition directe. Donc ça fait qu'il faut garder un œil sur les conditions des autres, sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, sur comment ça se passe, même si on ne fait pas la même chose. Donc c'est très typique des jeux asymétriques un peu de ce type-là. Là, il est en... Sa grande particularité, c'est que c'est un multijoueur. Beaucoup de jeux comme ça sont à 2 joueurs, il y en a à plus. Côté Wargame, c'est beaucoup plus courant. Moi, je connais un peu moins, donc je vais pas trop dire des conneries, je vais éviter. Mais voilà. Alors moi, Root, les premières parties que j'ai faites, j'ai pas aimé, j'ai pas absolument détesté, mais ça m'a saoulé. Et en fait, les premières parties, je les ai faites à 6, et pour moi, c'est un jeu qu'il faut pas jouer à 6, parce que quand on joue notre truc et qu'on voit pas ce qui se passe chez les autres, et qu'on a la moitié des règles... Ouais, bon, ok, ça se joue, du coup on lance des dés pour savoir qui gagne les combats, et alors quoi. Et j'y ai rejoué après à 3 beaucoup, rarement à 4, je pense qu'à 4 c'est très bien, mais j'ai rarement eu l'occasion. À 3, j'aime vraiment bien la dynamique triangulaire.
de chacun ses spécificités et on va empêcher le suivant de gagner, mais aussi l'autre autour de la table, point de vue d'équilibre de qui doit empêcher qui de gagner, c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que sans extension, ça oblige quasiment à jouer avec les chats qui sont quand même très chiants à jouer, faut bien l'avouer, qui sont pas très très fun. Mais là, du coup, j'ai joué avec les taupes la dernière fois et ça, j'ai bien aimé. Donc, pour moi, c'est un peu l'extension indispensable pour jouer à 3 parce que ça permet de jouer moins souvent les chats et ça, c'est quand même bien. Il faut vraiment, pour moi, il gagne énormément quand on commence à maîtriser un peu les différents plateaux, qu'on a joué différentes races, qu'on se rend compte un peu de comment on va pouvoir bloquer les autres. Là, ça devient sympa. Ça reste pas pile mon style de jeu parce que c'est vraiment un jeu d'affrontement, de conquête et un peu un jeu de diplomatie où on va essayer de convaincre qu'il faut à tout prix stopper l'autre avant de nous stopper nous. Et moi, la diplomatie dans les jeux, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Donc les jeux d'affrontement, globalement, je les préfère à 2. Route, je sais pas si en théorie ça tourne à 2, mais ça m'intéresserait pas. Parce que vraiment, c'est cet équilibre des forces qui est sympa. Et moi, c'est sympa, mais c'est aussi le truc qui fait que je vais pas être ultra enthousiasmée à mort. Il y a un côté technique de voir qui peut faire quoi. Et de lecture. Donc moi, le côté technique lecture, c'est pas trop ultra mon kiff, même si c'est quand même plutôt sympa de la manière dont c'est fait en route. Et puis les combats OD, moi ça me gaffe quoi. Enfin, le fait de devoir tenter des choses, d'être un peu acculé à mener des combats qui, des fois ça va rien faire, des fois ce genre de choses, c'est pas... Ouais, c'est pas un truc qui me motive beaucoup, surtout que les actions sont assez rares, donc dépenser une action à faire un combat qui mène nulle part, moi ça me motive pas beaucoup, j'avoue. Donc oui, Route pour moi c'est un jeu, et je pense que j'ai pas entendu beaucoup de gens en penser ça, mais moi c'est un jeu sur lequel je trouve ok, je le trouve pas mal, je suis ni fan ni je déteste. Donc voilà, c'est... On m'avait demandé un peu d'en parler, donc voilà, en très bref, sur Route. Derrière, dans d'autres types de jeux d'affrontement comme ça, avec vraiment des camps adverses qui vont avoir des buts différents, on a des... Donc je vais évoquer quelques jeux, donc Star Wars Rebellion. On a 2 camps, donc on a la Force qui joue vraiment la rébellion, donc c'est vraiment un jeu de guérilla en fait. Dans l'univers Star Wars, ça pourrait très bien être autre chose. Moi Star Wars, pourquoi pas, enfin... ça me fait ni chaud ni froid. Mais par contre, il y a vraiment ce côté track, ce côté guérilla, un qui a des grosses forces et l'autre qui a la possibilité d'attaque beaucoup plus fluide. Donc, même si les règles sont relativement similaires pour l'un et l'autre, et que le but de l'Empire, c'est quand même de trouver la base de base et de la démolir pendant que l'autre, je sais plus s'il doit accomplir quelque chose ou réussir à survivre, il y a vraiment cet aspect guérilla avec la différence des forces qui se fait pas de la même manière, qui va pas s'implémenter de la même manière. On a des combats qui peuvent être assez aléatoires, on a du guessing, on a des choses comme ça. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Le guessing ça reste pas ma mécanique préférée, mais il y a un truc assez chouette. Par contre, il demande de faire une première partie pour voir et une deuxième partie en maîtrisant un peu plus, comme beaucoup de ces jeux asymétriques un peu d'affrontement, où pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, il faut voir comment on joue nous, comment on joue l'autre, quelles sont les possibilités, et ça c'est pas évident sans expérience. Et c'est un jeu qui est long aussi, hein, qui est long et qui prend de la place, donc c'est pas 2 joueurs, donc ça va être plus ou moins facile à sortir sur l'endpoint. Virgin Assault, donc ça c'est un de mes jeux préférés. Donc c'est un jeu inspiré, c'est pas un wargame, mais c'est un jeu vraiment d'affrontement économique entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest, où on va créer on va tenter d'élever le niveau de vie et de former plus d'usines pour créer de la manifestation de l'autre côté en fonction de ce qui se passe en pas bien, etc. Avec un côté card driven, mais avec les cartes qui sont globalement au marché. Donc les cartes elles sont disponibles pour les 2 joueurs, par contre il y a des cartes qui sont un peu... Donc dessus, il y a toujours une force de construction que tout le monde peut utiliser. Il y a des événements qui sont spécifiques à l'un ou l'autre des joueurs, qui sont historiques, etc. Les manières de gagner sont pas symétriques. L'Allemagne de l'Est doit survivre et peut gagner aux communistes, donc s'il y a aux socialistes, donc s'il y a une virée politique forte avec un gros soutien politique, il gagne. L'Allemagne de l'Ouest doit écraser l'Allemagne de l'Est, vraiment économiquement, l'étouffer, et c'est son but, c'est que l'Allemagne de l'Est perde. Les 2 peuvent perdre aux manifs, donc pareil, il y a des règles en commun, mais il y a quand même plein de choses qui vont se passer assez différemment, et on va pas prendre le jeu de la même manière en fonction de si on est l'Allemagne de l'Est ou l'Allemagne de l'Ouest. Donc là, les règles vont être plus proches, beaucoup plus proches que dans un route, mais les impacts et les possibilités vont pas être les mêmes, la manière de s'en sortir va avoir des similarités, mais aussi des vraies différences. Et il y en a un où le but c'est la résistance, c'est l'attaque en force, mais pas exactement non plus. Voilà, il y a un rapport de force et un truc qui, de manière endémique, va se passer différemment entre les 2 camps qui s'opposent. Et ensuite Claustrophobia, donc voilà, c'est encore un jeu d'affrontement dans un style encore un peu différent, où
ça va être en gros du dungeon crawling, donc on a des aventuriers qui doivent rentrer dans le donjon et s'en sortir, un truc dans le genre, ils doivent trouver la sortie je crois. Et il y a le maître du donjon qui va faire popper des monstres, qui va faire des attaques, qui va avoir des points à dépenser pour rendre l'exploration plus difficile. Là c'est vraiment complètement asymétrique avec pas du tout les mêmes règles, donc ça se joue un peu plus disons comme un coop ou un solo, avec l'un qui essaye d'avancer et de combattre les événements néfastes, sauf que les événements néfastes sont pas gérés par le jeu, ils sont gérés par un joueur. Là, on est dans du pur jeu d'opposition, avec des règles qui sont pas les mêmes et qui vont être le comment l'autre va réagir à ça. Donc là, c'est des exemples sur des panels un petit peu différents pour moi, vraiment de jeux d'affrontement pur et dur, où ça va être un jeu d'affrontement parce que le but, ça va être de réagir à ce que fait l'autre pour le mettre, donc de manière dissymétrique, en position de ne pas pouvoir résister. Donc avec un qui est plutôt en position de force visuellement et l'autre plutôt en position de résistance. Dans Route, on a ça. On en a qui sont très forts militairement, mais que il faut aller les ralentir. Et pendant ce temps, il y en a qui peuvent sous-mariner, à construire des bâtiments et ce genre de choses. Donc on a vraiment ce côté, c'est pas les mêmes critères à surveiller selon les personnes, il va falloir contrer l'autre. Donc le fait de contrer l'autre est absolument essentiel dans le jeu. Et du coup, ça se joue sur des règles qui ne sont pas les mêmes, mais qui demandent de maîtriser ceux de l'autre. Et le type de réflexion, ça va être alors pas forcément du guessing, parce que des fois toute l'information est visible, mais de se dire, ok, si je fais ça, il va faire ça, donc je vais faire ça, donc il va faire ça, donc et de se dire, ok, est-ce que je peux le mettre en difficulté? Est-ce que je peux mettre l'autre en difficulté, ou est-ce que je peux m'en sortir? Et en fonction des camps qu'on va jouer, le type de réflexion à mettre en œuvre va pas être exactement le même. Comme on a du double guessing, on essaye de simuler la réflexion de l'autre en même temps, mais c'est deux éléments qui sont fondamentalement pas les mêmes. Donc pour moi, c'est des jeux, même si les règles peuvent être plus ou moins proches, plus ou moins lointaines, qui sont vraiment fondamentalement dissymétriques dans la manière d'y réfléchir, et qui sont vraiment plus des jeux d'affrontement. Pour moi, ça c'est globalement assez loin de l'Eurogame, et c'est des types de jeux que moi j'aime beaucoup à deux, ces jeux d'affrontement. C'est pas mon style de jeu préféré non plus, ça dépend un petit peu des cas, il y en a certains que j'aime beaucoup, enfin voilà, Virgin Asphalt que j'adore, parce qu'il a quand même un côté très gestion et développement, et éviter l'étouffement, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc ça c'est... Quelque part les deux jouent pas au même jeu avec le même type de réflexion, mais en fait si, parce qu'on est obligé de gérer le jeu de l'autre. Hop. Ah oui, je voulais parler de ça aussi, c'est vrai. J'avais pris un bouillon normalement pour rien oublier, évidemment ça n'a pas marché. Pagan. Donc Pagan, c'est un jeu de cartes pour le coup, mais un peu dans le même style. Il y en a un qui est une sorcière qui va devoir se dissimuler, et l'autre qui est un chasseur de sorcières qui va devoir la trouver. Je sais pas exactement comment ça marche avec les cartes, moi j'y ai pas joué, il y a plutôt des beaux retours pour le moment. Mais voilà, c'est juste pour signaler que c'est un truc à sortir qui est un peu dans ce genre de thématique, plutôt en cartes, plutôt façon Netrunner, etc. Donc c'est ce pur jeu de cartes aussi. Dissymétrique avec des decks dissymétriques, etc. Ça fait aussi partie pour moi de cette catégorie de jeux. Du coup, on continue avec pareil du dissymétrique, on va devoir faire du guessing qui va être un peu les jeux de track, plus ou moins. Donc, je sais pas si c'est une si grosse catégorie que ça, mais pour moi, dans le type de réflexion impliquée et l'enthousiasme et le fait d'en parler parmi les joueurs, ça a quand même son importance. Donc, ça va être pour moi des jeux à la Scotland Yard, où donc il y a quelqu'un qui va tenter de s'échapper en utilisant des chemins, et les autres qui vont tenter de trouver où il est et de l'acculer pour aller le capturer. Donc là, on voit bien qu'il y a des rôles symétriques, et c'est du 1 contre tous en général. Donc Scotland Yard, le vieux Scotland Yard, moi j'ai joué quand j'étais petite avec la casquette, on voulait mettre la casquette tout le monde, c'était un élément très très important du jeu, qui s'appelle aussi Mister X sous 2 éditions. Le principe, c'est qu'il y en a un qui va faire un trajet en bus et en métro, et on sait quel type de ticket il a dépensé. Je crois que des fois on le voit apparaître à certains endroits. Et il y a une équipe de gens qui vont tenter de le capturer, donc en gros de se déplacer aussi, et de tomber sur le même endroit que lui, donc de réussir à resserrer les taux. Là on voit bien qu'il y a deux rôles qui se répondent. Un qui est vraiment dans le fait de s'échapper, et l'autre qui se demande par où est-ce qu'il a pu s'échapper. Donc il y en a un qui bluffe et l'autre qui devine, en gros. Donc, comme précédemment, on essaye du coup de simuler ce que l'autre a pensé pour savoir ce qui va se passer. Et ça donne des choses assez dissymétriques, et dans un sens... Alors, qui peut se retrouver par exemple sur Rebellion, ou sur Star Wars Rebellion, ou des choses comme ça, mais qui va avoir un côté un peu mental, un côté un peu mentaliste dans le sens là, quoi, qui va... sur ce qu'on a envie de faire, et un côté tactique. C'est pas de la pure stratégie, c'est pas du pur blocage, c'est aussi autre chose. Même s'il y a une grosse part de stratégie et tout ça, notamment dans Lettres de Whitechapel, qui est dans le même style. Moi j'en ai fait une partie ou deux, mais j'étais crevée,
qui est un jeu qui est plus riche, avec plus de mécaniques, où il va y avoir une track, avec plus d'éléments qui se passent, plus de règles, plus de sérieux, plus posé, plus dur. Voilà, donc dans la même catégorie qui est très très connue aussi, vraiment dans la même catégorie. Un peu dans la même catégorie aussi, avec cette fois-ci plus d'éléments de déduction et de recoupement d'informations à plusieurs bandes, disons, enfin, ouais, avec un vrai côté résolution. Mind MGMT qui est sorti là cette année, que moi j'ai vraiment bien aimé, qui est dur, qui demande un investissement et de la concentration importante quand on y joue, pour essayer d'aller déduire tous les chemins possibles. Donc pareil, quelqu'un va se déplacer sur la carte et il va falloir essayer de le retrouver et de l'arrêter. Et pour ça, on va devoir passer une action à le capturer, donc savoir qu'on est sur sa case et pas juste s'y trouver. Bon, voilà. Et en fait, il y a un plateau qui a un quadrillage avec différents symboles, et le recruteur, donc celui qu'on essaye d'attraper, va passer par différents symboles. Sur certains symboles, il recrute, donc il a des cartes sur lesquelles, des types de cartes sur lesquelles il a souvent envie de passer. Et on va pouvoir avoir une idée de est-ce qu'il est déjà passé par un parapluie? Oui. Et ensuite on sait, ah bah ok, en quelle étape il est passé sur ce parapluie ou ce genre de choses. Donc petit à petit il va y avoir de la déduction. Et il va y avoir un vrai élément stratégique avec des pions sur le plateau, quand on joue en version complète avec des immortels, des choses comme ça, auxquelles on va pouvoir poser des questions. Il va y avoir des questions de blocage, de choses qui vont pouvoir être réalisables aussi avec une autre manière de recruter. Et donc là on retrouve un peu ce côté blocage stratégique en même temps que de la déduction, en même temps que de la track. Et c'est vraiment un jeu qui est pas mal du tout. C'est inspiré d'une BD, apparemment c'est vraiment très proche côté univers, et ça... Ouais, c'est un jeu qui a l'air assez riche et auquel je rejouerais bien. Voilà, et où on pense vraiment pas de la même manière quand on est le recruteur, quand on est les autres. Et il y a, comme dans les autres jeux de track dont j'ai parlé avant, le fait que ceux qui enquêtent, ceux qui traquent, sont ensemble contre une personne, donc eux ils discutent, et donc les plans entre eux sont entendus par celui qui se planque, qui lui ne dit rien. Donc il y a ce côté-là aussi qui apparaît en jeu. Tout récemment là sur Partenay, j'ai découvert La Bête qui sort en septembre je crois, chez Multivers avec Captain Meeple qui distribue je crois, qui est aussi un jeu de track qui est pour le coup assez léger et que j'ai trouvé vraiment très malin, donc c'était pour le signaler au passage. J'en ai parlé sur la vidéo de Partenay, pareil on a une bête qui essaye de tuer au maximum en un nombre de tours limité, il faut qu'elle ait fait ses 25 morts, et les autres qui essayent de le traquer en déduisant ses identités cachées petit à petit, et on a ce même genre de phénomène qui arrive. Toujours un peu dans les jeux de track déduction, là cette fois-ci on est plus proche de la déduction, il y a du coup Mr. Jack qui est pour le coup un pur de joueur, où là on retrouve ce principe de un qui essaye de s'échapper et l'autre qui essaye de faire les déductions. Voilà, c'est juste pour signaler parmi les noms bien connus de ceux qui font ça. Hop, hop. Et du coup un dernier dont je voulais parler, je suis pas vraiment sûre que ce soit de la track, c'est un jeu dont j'ai pas encore parlé, que je viens de m'acheter et que j'ai très très envie de jouer. C'est Enquête à Los Angeles, qui va être un vrai jeu d'enquête avec des scénarios. Avec une bonne réponse, et il y a un ensemble d'enquêteurs qui sont face à un marionnettiste. Le marionnettiste, le principe, c'est que il va permettre, alors je sais pas encore exactement comment, mais en gros on a différents témoignages et différentes pistes, et lui il va dire quand est-ce que, enfin, il va donner les réponses des témoins qui peuvent mentir de temps en temps. Alors je sais pas trop comment c'est régulé, mais du coup le but pour lui ça va être d'embrouiller les inspecteurs, et les inspecteurs ça va être d'enquêter dessus. Donc là on a, pareil, il y en a un qui est de la vraie enquête. Et là, enquête au sens Sherlock Holmes Détective Conseil, où on va devoir faire des déductions logiques, lier des choses entre elles et voir de quoi est-ce qu'on doit douter ou pas, quelles sont les pistes qui sont raisonnables ou pas, et l'autre qui va être dans la réflexion un peu opposée. Et je pense que point de vue, comment est-ce qu'on mentalise la chose et dans quel état d'esprit on est pendant la partie, je pense que c'est assez différent. Donc ça, je suis très très curieuse de l'essayer. Et pareil, c'est du fondamentalement asymétrique, donc un contre tous. Encore une fois. Donc là, oui, comme dans les jeux d'affrontement. Donc, pour moi, la grosse différence avec les jeux d'affrontement, c'est que dans les deux cas, on est obligé de faire un peu du guessing, ou en tout cas d'essayer de simuler comment on jouerait à la place de l'autre, ou comment est-ce qu'on pense que l'autre va jouer, pour essayer de le contrer. Dans les jeux un peu plus de track, il y a un peu plus de mentalisme, disons, d'essayer de partie humaine à comprendre comment l'autre va marcher. Alors, bon, même si ça existe aussi dans les jeux de conquête, etc. Mais je pense qu'au point de vue de l'état d'esprit dans lequel on est pendant la partie, est-ce qu'on se projette dans le même univers, dans le même type de raisonnement? Pour moi, c'est pas exactement la même variante entre les deux. Ça, voilà, ça joue un peu... Hop, du coup...
Derrière, ça fait un peu liste. Bon, j'aurais peut-être pas dû mettre les jeux défi. Donc, ensuite, il y a des jeux. Une autre catégorie, encore pour moi, ça va être l'asymétrie sur le fait qu'on n'ait pas les mêmes objectifs pendant la partie. Donc, pour le coup, on va jouer avec les mêmes règles ou avec des règles très proches. Mais ce qu'on cherche à faire, ça va pas dans le même sens. Donc là, je voulais juste évoquer rapidement quelques jeux. Je vais essayer rapidement. Donc, un exemple un peu bateau et qui est pas forcément... Voilà, mais dans Risque, donc selon les versions, des fois on veut contrôler certains continents, pendant que d'autres veulent contrôler d'autres continents, et du coup on va tenter de les contrer un peu. C'est un jeu d'affrontement, hein, voilà, c'est un jeu de conquête, mais du coup les objectifs qu'on va se mettre vont pas être les mêmes, même si on a exactement les mêmes règles. Et je pense que ça a introduit un petit peu ça. Pas 100% certain historiquement, mais il y a des chances. Discworld, pour le coup, c'est Disque Monde. C'est un jeu dans lequel on va avoir chacun un personnage, un rôle caché, et chaque rôle caché a un objectif différent pendant la partie. On va mettre des agents à différents endroits qui vont jouer sur les lieux, faire apparaître des choses. Encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et du coup, ça va pas finir la partie. Donc il va y avoir une faille immédiate dès que quelqu'un a réussi à accomplir son objectif. J'ai l'impression que c'est une forme d'asymétrie assez courante, et j'ai pas trouvé en fait 10 000 exemples parmi les jeux que je connais. Alors comme je suis pas fan de jeux à rôle caché, ça explique peut-être aussi que le fait que j'ai plus de mal à trouver. Mais j'avais l'impression que pour moi, en tout cas, ça fait partie des modèles de réflexion un peu standard de la symétrie, de se dire, et des rôles cachés, de se dire, ok, bah il y a plusieurs maisons, plusieurs factions, on ne sait pas qui est quelle faction, et chacun a un objectif à accomplir, et le premier à avoir accompli son objectif va le révéler et va avoir gagné. Façon killer, en fait, j'ai envie de dire, limite si on parle de jeu d'ambiance. Mais sur un jeu de plateau et stratégie, en fait, j'ai l'impression que c'est pas si courant que ça. Donc peut-être que je me trompe et que c'est qu'il y a pas tellement d'exemples qui me sont venus, mais voilà. Et donc là, pareil, il va y avoir du guessing, c'est du fait de surveiller ce que chacun fait, le fait de savoir un peu qu'est-ce qui peut exister dans le type d'objectif, etc. Oups. Battlestar Galactica, donc pour le coup, c'est un exemple parmi les jeux avec traître. Donc des jeux à rôle caché avec un traître où tout le monde va essayer d'aller dans un sens et il y en a un qui va essayer d'aller dans l'autre sens. Vous pouvez parler de Nemesis où chacun a son petit objectif personnel aussi. Où là, le but c'est de faire comme si on coopérait avec les autres. Certains vont essayer de pareil, deviner qui a un objectif différent. D'autres vont essayer d'aller vers la perte de quelque chose. Donc il y a une composante sociale et il y a une composante, on est en train de jouer au même jeu mais très différemment, avec pas la même manière de le voir. On joue avec les mêmes règles, on fait les mêmes actions, on essaye d'avoir l'air de la même chose, mais ce qui se passe dans notre tête et le ressenti de la partie est fondamentalement différent entre les deux camps parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. On peut aussi parler des jeux à la Résistance, Avalon, machin, tout ça, Shadowhunter, où il y a deux camps qui essayent de tuer l'un, qui essayent de tuer l'autre. Dans Shadowhunter, en plus de ça, il me semble, de mémoire, que chacun des personnages a des objectifs un peu différents sur comment est-ce qu'il veut être tué, comment tuer les autres, tout ça. Ce qui, pareil, fait que on va pas repérer les mêmes choses autour de la partie. Alors là, un peu plus, parce que ça reste globalement, on tape sur des autres, on repère qui sont de son camp. Mais il y a des manières un peu variées d'y jouer, avec chacun son objectif. Et du coup, je voulais parler donc de Death Note. L'image, ouais, j'ai pas le bon affichage pour faire du transparent. Hein. Death Note, c'est un jeu qui vient de sortir un peu dans cette ambiance-là, où globalement, chacun a... C'est un jeu à rôle caché. Il y a en gros deux camps. Le camp qui veut trouver elle, le camp qui veut aider elle, de mémoire. Et en fait, chacun des personnages va avoir aussi un objectif différent, du genre mourir avant telle personne, qu'il y ait au moins 3 Gus blancs qui soient vivants à la fin de la partie. Il peut y avoir plusieurs personnes qui gagnent en même temps ou pas, selon la compatibilité des objectifs. Et le but, c'est vraiment d'avoir tous les objectifs de chacun connus en tête, pour essayer de voir en fonction de comment chacun joue, qu'est-ce qui pourrait être, vers quoi il tend, tout en ayant assez peu d'informations et en sachant que chacun essaie de se faire passer pour quelqu'un d'autre. J'y ai pas joué, j'ai vu des gens y jouer, mais comme c'était un peu les premières parties, il n'y avait pas cette maîtrise absolue de tous les rôles différents et tous les objectifs différents, et c'est quand même un genre une catégorie dans laquelle il vaut mieux connaître les objectifs des autres. Du coup, sur le fait d'avoir des objectifs différents, ce que ça va avoir comme importance, d'après moi, c'est... On va voir la même chose, on va voir des mécaniques similaires, mais la manière de le concevoir et ce vers quoi on va tendre, le type de concentration, ce sur quoi on va se concentrer, ce qu'on va laisser paraître, ne va pas être la même chose. Souvent, ça va avec le fait d'avoir des objectifs cachés. Je pense que ça existe en objectif visible aussi.
j'ai pas d'exemple sous la main, mais d'avoir par exemple tel peuple qui devrait avoir 3 merveilles, pendant que tel autre, son but ce serait d'avoir conquis un continent complet. Et je suis quasiment sûre d'avoir joué avec un jeu comme ça. Je ne sais plus lequel. Et voilà. Euh, c'est, c'est- Je sais pas si c'est mon style de jeu. C'est, c'est des jeux qui, pour moi, vont demander un peu comme des jeux d'affrontement, d'avoir un peu de l'expérience de plusieurs camps, de savoir ce qui se passe, de bien surveiller. Moi, ce côté surveiller, côté lecture, côté ne pas se planter dans ne pas avoir vu que quelqu'un avait peut-être une possibilité de gagner dans tel cas, c'est pas quelque chose qui m'excite énormément. Euh, du coup, c'est peut-être moins mon style que dans d'autres jeux, euh, parce qu'il y a beaucoup de lecture de jeu. Et cette lecture, pour le coup, elle est assez similaire d'une personne à l'autre. Euh, alors, pour les jeux avec traître, pas exactement, mais de se dire quelle information chaque personne a et quels sont les différents cas possibles qui feraient que telle personne gagnerait avant nous. Voilà. Ok, donc là on va passer à un truc qui est beaucoup plus souvent évoqué, je pense, très classique. Donc quand on parle d'asymétrie, c'est le fait d'avoir des pouvoirs différenciés en fonction de la faction qu'on va jouer, en fonction du peuple, en fonction de notre personnage de départ, et potentiellement des développements qui vont pas être les mêmes. Donc là, on va voir chacun un peu nos arbres ou chacun nos départs. Donc je vais citer quelques jeux. Pour moi, c'est vraiment un truc sur lequel il y a énormément de gradation, qui est très à la mode, qui est très proche du jeu de gestion aussi, du coup, que je connais beaucoup mieux. Sur lequel il va vraiment y avoir différents. Donc ça va être le même type d'asymétrie qui, en gros, on va tous jouer avec plus ou moins les mêmes règles, avec tous plus ou moins le même objectif, mais on va pas forcément avoir les mêmes flexibilités, les mêmes conditions de départ, la même manière d'y parvenir, les mêmes avantages sur tel ou tel élément. Donc, un peu comme quand on se développe, sauf que là, il va y avoir des choses un peu fixées en fonction de qui est-ce qu'on est. Premier exemple que moi j'adore, c'est Gaia Project, donc, qui est similaire à Terra Mystica, surtout sur ces éléments-là, qui est en gros une grosse variante avec de la technologie et moins de précision sur les décomptes par tour, où il y a énormément de peuples différents. On va jouer un peuple chacun, et le peuple va avoir des avantages qui lui sont vraiment spécifiques, donc un pouvoir spécifique, une manière de se développer des fois un petit peu spécifique, et en même temps on peut toujours faire les choses de base, quasiment il y a très peu de peuples qui n'ont pas vraiment cette même base, donc il y a toujours une base commune de on fait des mines qui deviennent des comptoirs, qui deviennent des académies, et ce genre de choses. Qu'est-ce qui va se réaliser, quels pouvoirs vont être intéressants, comment est-ce qu'on va comboter, avec quels éléments on démarre. Les stratégies vont varier en fonction de ça. Mais ça va orienter notre stratégie en fait préalablement et pendant la partie en fonction de notre flexibilité, en fonction de qui on est. Mais quelque part, c'est pas très différent que le fait d'avoir choisi des développements, des technologies différentes et juste d'avoir un démarrage asymétrique. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même des contournements de règles qu'on n'obtiendra pas autrement, qui sont un peu différents en nature de ce qu'il y a, mais il y a ce côté de... c'est une variante de pouvoir. Je voulais parler de Mage Knight un peu parce que Mage Knight c'est un deck building. Donc on a chacun notre deck. Notre deck va dépendre un petit peu du personnage que l'on est. Alors c'est pas dans Mage Knight que ça va le jouer le plus, mais on va... Hop, je vais prendre mes notes quand même à côté pour pas me planter. Donc on va avoir Mage Knight qui va... On va avoir donc notre deck un peu différencié, qui va se différencier au fur et à mesure de la partie, et nos pouvoirs qu'on va pouvoir développer qui vont être différents. Donc on va pas se développer forcément pareil. On va pas avoir les mêmes facilités à faire les mêmes choses avec différents bonus. Les decks de départ sont relativement proches, mais déjà il y a des différences. Et comme il y a un côté un peu boule de neige, ça va nous encourager à aller dans certaines voies. Il y a surtout le fait que quand on passe de niveau, on va débloquer des pouvoirs qui sont différentes de personne en personne, donc on va se spécialiser un peu dans notre voie au fur et à mesure de la partie. Je voulais parler un petit peu... Oups, j'ai coupé. Je vais le retrouver. Hop. Donc, Imperium classique en anglais, antique en français, ou Légende pour la deuxième boîte, ou Horizon pour celle qui va sortir là bientôt. J'en ai fait qu'une partie d'apprentissage des règles, donc je n'ai pas un avis très franc. Mais en gros, on va chacun avoir notre deck de départ qu'on va faire tourner, qu'on va à la fois démolir et... Enfin, on va le changer au fur et à mesure de la partie, qui va être très orienté en fonction de notre peuple. On va avoir des règles communes sur comment est-ce qu'on conquiert des territoires, qu'est-ce qui va se passer, mais ce qui va se passer en pratique pour chacun des peuples, ça va être pas mal différent. Et comme dans des deck building,
ça va se spécialiser. On a quand même une base de règles vraiment communes, même si on n'a pas accès exactement aux mêmes choses. Ni les mêmes objectifs, ni... Alors, on a les mêmes objectifs globaux, mais la manière de le faire va vraiment changer. En beaucoup plus light sur la symétrie, il y a par exemple Marco Polo, donc c'est un exemple parmi plein d'autres. C'est un jeu dans lequel on va placer un placement de dés avec du placement d'ouvriers, on va parcourir des villes pour aller gagner des ressources qui vont s'échanger contre des points de victoire, plus ou moins directement. Et pour ça, chacun a un pouvoir qui lui donne une flexibilité et qui joue vraiment sur la manière de jouer le jeu, donc on va pas jouer pareil à chaque partie parce qu'on va pas jouer le même personnage à chaque partie, et que ça va quand même avoir de l'importance non négligeable sur l'utilisation de tel et tel pouvoir. Pareil sur barrage, la stratégie globale peut dépendre assez peu de notre plateau. Par contre, qu'est-ce qu'on va vouloir débloquer en premier, quel bonus, est-ce que l'assistant nous donne de la flexibilité sur tel ou tel élément, ça va quand même prendre de l'importance. Et dans les premières parties, on maîtrise mal peut-être moins, mais ensuite, on joue quand même beaucoup sur qui est-ce qu'on joue pour savoir comment on s'oriente. Sur Terraforming Mars, même catégorie, donc là on a nos corpos de départ, ce qui va nous donner un départ un peu asymétrique, on va pas partir avec les mêmes revenus en thunes, etc. Et on va tous avoir un pouvoir différent qui va s'appliquer toute la partie, qui va avoir plus ou moins d'importance, qui va compter un peu comme si on avait déjà un gros développement qui nous donne une vraie spécificité, et donc on part avec ces spécificités, et en général on va garder l'axe quand même pendant la partie, en fonction de qui est-ce qu'on joue. Et le reste des règles est pareil. Je voulais parler aussi rapidement de Cerebria. Donc Cerebria, c'est un Man Clash où globalement on va jouer les sentiments heureux contre les sentiments malheureux. Ça va être un jeu qui va être assez froid, de contrôle de territoire pour réussir à placer des éléments sur un obélisque. Les règles sont les mêmes pour les deux personnes, mais ce qui change, c'est que ce qu'on va placer sur les plateaux, ça va être des cartes qui viennent de notre deck et qui ont tous un petit pouvoir. Mais c'est surtout du contrôle avec ces bonhommes-là. Au début, ça paraît relativement symétrique. Les règles, il y a rien de spécifique, ni à la joie, ni au malheur, ni rien. Mais au final, la teinte des cartes, le type d'effet qu'ils vont avoir, le type de contrôle dont on va pouvoir preuve, va quand même dépendre assez subtilement du camp qu'on joue. Donc ça, c'est une manière de faire de la symétrie aussi qui est assez subtile, et je trouvais ça intéressant d'évoquer. C'est pas vraiment un pouvoir, on n'a pas exactement les mêmes cartes, elles n'ont pas l'air très différentes, mais il y a un truc. Et vraiment, il y a un vrai truc dans la... Je pense que la manière et la philosophie de jeu est différente au final, entre les deux camps. Hop, et c'est tout pour un peu donc, ces différents jeux dont je voulais parler sur le fait d'avoir un peu des pouvoirs différenciés. Donc des fois c'est léger, comme dans Marco Polo, où ça va être une flexibilité qui va pas être la même selon les joueurs. Des fois ça va être beaucoup plus lourd, donc dans Imperium on se développe vraiment complètement en fonction de qui est notre peuple, même si rien ne nous empêche 100% de faire les actions des autres, mais... de toute façon c'est les mêmes actions, mais si on n'essaye pas de jouer dans les proportions de notre peuple, ça va pas marcher. Gaia Project nous donne des axes qui sont plutôt forts. Tout ça, ça va être des choses qui vont être un peu asymétriques. Et là, c'est pas forcément une asymétrie qui est tellement par rapport aux autres, en fait. C'est plutôt une asymétrie... Alors, si aussi par rapport aux autres, hein, je ne dis pas ça, mais c'est beaucoup une asymétrie de variation de parties. Ça peut permettre de partir dans des conditions différentes à chaque partie, de se dire, ok, là c'est un petit défi un peu différent, et on joue au même jeu avec des variantes autour de la table qui vont nous donner différents bonus et malus. Finalement, je trouve que c'est pas très différent, ah oui, ça c'est un truc que je voulais dire en intro que j'ai pas dit, de la symétrie naturelle qui se passe quand on se développe dans un jeu. Quand on joue à un jeu, tout le monde va pas se développer selon le même axe, et ces axes de jeu, petit à petit, vont nous donner des appétences différentes à faire tel ou tel truc, des bonus divers et variés, des choses qui vont rendre plus ou moins rentable telle ou telle action, qui vont les rendre plus ou moins dans notre axe, dans notre direction ou pas. Et ça, en fait, c'est juste quelque chose... Alors, dans Gaia Project, c'est vraiment ça, dans Marco Polo, c'est un peu autre chose, mais ça va nous donner juste... C'est un peu comme si on partait in situ. Ça va donner une incentive, une incitation à partir en un sens qui va nous être plus ou moins imposé en début de partie, qui peut être choisi sur différents critères. Par exemple, à Arc Nova, on choisit les plateaux une fois qu'on a... bref, peu importe. Et du coup, ça a un côté asymétrique qui est différent. C'est plus une modularité personnelle. C'est plus quelque chose de personnel que quelque chose par rapport aux autres. La dynamique des peuples entre eux, de qui va être présent à la table, va avoir son importance, mais beaucoup moins que dans un jeu d'affrontement. Ça...
on va voir un peu que quelqu'un est plus intéressé par quelque chose. Est-ce qu'on le bloque un peu? Est-ce qu'on le bloque moins? Est-ce que nous, on se concentre sur notre axe? Est-ce qu'on peut faire la course ou pas? Ça va jouer. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est plus des conditions de départ. Ça... J'ai vraiment cette impression qu'en gros, on pourrait faire des jeux qui soient symétriques, qui soient quasiment les mêmes jeux, où il y aurait des phases préparatoires sur 3 tours, où on se développerait un peu différemment, et là du coup, paf, on aurait nos pouvoirs de départ. En gros, qui serait sur un marché au départ, qui serait sur... Bon, moi c'est ce que je fais par exemple dans Variant de Terraforming Mars, où bah, on distribue pas les cartes, on les choisit. Ça reste une phase 0, donc après, une fois que la partie démarre vraiment, on est en asymétrique. Mais c'est pas très différent du fait des cartes qu'on va poser plus tard, de ce qui va se passer, des différents bonus qu'on pourrait récupérer autrement. Alors des fois, c'est la seule manière d'avoir des pouvoirs en dehors des règles, mais c'est juste des règles en plus pour nous. C'est pas tellement dans la dynamique du jeu, et pour le coup, dans la manière de mentaliser le jeu, dans la plupart des cas, on va le voir un peu de la même manière. Alors dans Imperium, c'est quand même moins le cas parce qu'il y a certaines spécialités apparemment qui font vraiment beaucoup plus penser à certaines actions qu'à d'autres et ça va changer la dynamique du jeu. Dans Project Gaia, il y a quelques peuples qui changent plus la dynamique du jeu que d'autres. À quel point on joue sur la magie, si on joue les saints c'est très différent, si on joue... Mais il y a quand même... ça va pas être exactement les mêmes stratégies, mais ça va être les mêmes leviers stratégiques, plus ou moins en fonction des peuples qu'on va jouer. Hop. Du coup, un petit point un peu complémentaire là-dessus, c'est que dans cette catégorie où ça nous donne un petit truc en plus, ça permet de varier les parties, ça permet de se dire ah bah cette partie je vais jouer ça parce que la dernière partie j'ai joué ça et j'ai envie de changer. Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui se prête beaucoup à des modules et extensions. Donc là je vais en évoquer juste quelques-uns. Donc par exemple dans Anachronie, alors Anachronie c'est un jeu vraiment un module, moi je l'aime bien avec très peu de modules, et dans la boîte de base, rien que la différence entre les peuples, je crois, est un module. Alors peut-être qu'il y a des petites différences sur les bâtiments, tout ça de base, mais il peut être plus ou moins différencié et avoir plus ou moins les mêmes objectifs ou pas, il peut y avoir une lutte entre deux camps ou pas, il peut y avoir des pouvoirs qui sont forts ou beaucoup plus modérés selon les peuples. Du coup là on peut un peu doser quel type d'asymétrie on a envie entre les peuples pour en faire des fois des éléments un petit peu d'affrontement entre les deux camps ou vraiment juste des petits pouvoirs personnels ou des pouvoirs personnels et des manières de développer qui vont être plus ou moins forts dans tel ou tel axe. Donc ça va encourager à prendre certains axes. Oui c'est quand même un truc que je voulais dire sur la partie précédente mais qui va aussi avec celle-ci, qui est que cette asymétrie nous encourage à jouer certains axes et donc va faire que ça va un peu réduire nos options quelque part, ou en tout cas nous donner des orientations qui vont être plus favorables, qui vont être plus faciles à jouer. Alors, à la fois, ça peut être un coup, du coup, on se dit, oui, bah, du coup, on réfléchit moins, c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a toujours la question de marché de niche autour de la table, de qu'est-ce qui va bien se passer, est-ce que dans ce timing-là, j'ai intérêt à faire ça ou ça. Ça peut être aussi une manière de se dire que ça force à pas jouer sans arrêt les mêmes parties, à pas avoir des mêmes orientations qui se répètent autour de la table en les changeant. Et c'est une forme d'asymétrie qui va forcer à varier les parties, mais qui peut, du coup... Enfin voilà, ça nous oriente un peu malgré nous, souvent, quand même. Et ça, des fois, moi, c'est pour ça qu'il y a certains éléments que j'aime pas trop là-dessus, notamment sur Anachronie, ça peut être le cas, ou Anachronie, alors je me rappelle plus de quel module c'est, mais les modules les plus asymétriques, je les trouve plus pauvres à jouer. Pareil, moi, Anachronie, je l'aime pas, alors ça n'a rien à voir avec le côté asymétrique, mais je l'aime pas avec plein de modules, je l'aime bien vraiment en mode boîte de base, parce que je trouve qu'on s'emmerde beaucoup plus sur le placement d'ouvriers, que le jeu reste relativement light, et que ça lui va très bien, et que le cœur du jeu est bon, quoi, et le noyer, ça va pas être mieux. Hop. Du coup, récemment est sorti aussi, donc pour Narak, les ruines perdues de Narak, Arnak en anglais, les chefs d'expédition, donc c'est une petite extension qui a été fortement attendue et réclamée, qui permet à chacun de partir avec un deck différent et un personnage différent, qui va avoir un pouvoir différent, donc qui va orienter un peu les débuts de partie. Ça j'y ai joué et justement là on est typiquement dans le fait que bah, du coup ça nous oriente, du coup on sait un peu ce qu'on joue et du coup ça réduit un peu nos choix en fait. C'est plus facile à jouer, on suit un peu la ligne directrice qui nous a été donnée. Il reste quand même plein de choses à faire. Narak, c'est quand même beaucoup un jeu d'optimisation. On essaye de tirer le maximum de nos tours, donc ça ne change pas. Par contre, quand on joue le mec à artefact, bah, on va beaucoup jouer les artefacts. Et quand on va jouer la baronne qui fait des objets, on va beaucoup jouer les objets. C'est
plus vraiment un choix, c'est plus vraiment circonstanciel selon l'opportunité, selon ce que font les autres. Voilà, bon, au moins on a notre axe, au moins c'est clair. C'est quelque chose que je trouve rigolo, comme pour un jeu qu'on aime bien varier, et que ça va être amusant de se mettre la contrainte, je joue ce personnage-là pour cette partie-là. Par contre, pour moi, c'est pas quelque chose qui enrichit le jeu, en fait. C'est quelque chose qui a plutôt tendance à l'appauvrir, et ça varie les parties, mais en mode découverte. En fait, ça permet d'être en mode découverte plusieurs fois, sur plusieurs trucs, de s'amuser avec quelque chose, mais ça rend pas le jeu plus profond, d'après moi. Je l'aime bien, hein, j'ai trouvé ça rigolo comme extension. Pareil pour Tzolk'in, Tribu et Prophétie, donc c'est l'extension de Tzolk'in, donc il y a une partie prophétie qui est plus de planification sur ce qui va se passer. Moi ça je l'aime assez bien, même si ça donne un côté un peu casse-tête gratuit. Et il y a un côté tribu où chacun va avoir un pouvoir différent, et ça je l'aime beaucoup moins parce que pareil ça encourage à jouer sa tribu un peu à fond. Tzolk'in c'est quand même beaucoup un jeu de compétition avec les autres, on va y avoir du blocage, de l'opportunisme de ce qui va se passer, et du coup si on n'a plus les mêmes intérêts qui se différencient un petit peu au fur et à mesure de la partie, mais qu'il y a des flexibilités sur certains éléments pour certains et d'autres sur d'autres, ça me plaît moins en fait, c'est moins lisible, ça... Voilà, donc j'ai trouvé ça rigolo à découvrir quelques tribus, et au final, moi je préfère vraiment y jouer en symétrique, comme sur beaucoup de jeux. Pareil pour Nation. Donc Nation, pour le coup, il a un peu les deux. Dans la boîte de base, on peut jouer en symétrique ou en asymétrique, et la symétrique de la boîte de base, c'est des plateaux différents, avec des bâtiments de base et des cases un peu différentes, qui sont pas forcément ultra équilibrés, qui est vraiment dans l'esprit de Civilisation et les jeux PC, où on n'a pas forcément les mêmes spécialités selon les peuples. Et son extension, qui permet là beaucoup plus de peuples différents, qui sont mieux équilibrés, et qui ont pour le coup des dynasties, donc des petits développements personnels, qui vont donner un peu des petits pouvoirs un petit peu différents, et qui sont assez rigolos sur l'orientation qu'on va choisir. Nation, c'est un jeu avec un marché de cartes au milieu où on va essayer d'être premier joueur et d'être en compétition avec les autres pour récupérer les cartes. Je l'aime bien à peu de joueurs en fait. Je l'aime bien à 2, je l'aime bien à 3. J'ai rarement joué à plus, même si je pense que je ne testerai pas à plus. Et ce côté symétrique, moi je l'aime plutôt bien parce que du coup ça veut dire qu'on est vraiment sur la compétition, qu'on est vraiment à couteau tiré sur les mêmes éléments. On peut se spécialiser, avoir plus besoin de quelque chose que l'adversaire, ça dès le premier tour, dès à 2 joueurs, en symétrique. Et oui, le côté où ça oriente un peu en dehors, finalement ça me plaît moins. Il y a moins de lisibilité, il y a moins de... Voilà, ça permet de varier les parties, mais en fait je vois pas tellement l'intérêt. Activer tel et tel petit pouvoir et regarder techniquement comment faire un beau coup, ça m'intéresse moins que de voir sur le plateau, alors là maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se développer sur tel et tel élément. C'est quand même un jeu auquel j'ai beaucoup joué, donc varier un peu ça reste sympa. Voilà. D'autres choses qui sont chouettes dans l'extension. Mais je reste... ouais. Sur tous ces jeux à pouvoir personnel, en général j'aime bien faire quelques parties quand j'y joue beaucoup, à pouvoir asymétrique, et souvent je reviens beaucoup vers le symétrique, qui est un mode de jeu qui est plus basé sur l'interaction, contrairement aux jeux d'affrontement. C'est un peu tout l'inverse, où les jeux d'affrontement, là on va se faire du blocage par rapport au pouvoir des autres et devoir vraiment surveiller ce qu'ils font en permanence. Sur les purs Eurogames et jeux de gestion, quand on va avoir un pouvoir personnel, ça va plutôt enfermer un peu dans son coin que de regarder la compétition avec les autres. Donc c'est asymétrique, mais c'est moins par rapport aux autres. Je voulais parler d'autre chose qui m'intéresse quand même vachement, c'est que l'asymétrie, souvent on parle de début de partie asymétrique, mais il y a des jeux qui proposent une asymétrie forte pendant la partie. Donc globalement tous les jeux de développement, où on va pas forcément se développer pareil que le voisin, ça crée de l'asymétrie au bout d'un moment, et ça crée qu'on n'a pas envie des mêmes actions au même moment, et qu'on n'a pas les mêmes buts au même moment, dans le même timing que les autres. Et ça c'est le cas dans, j'ai envie de dire, tous les bons jeux. Notamment tous les bons jeux à plus de 2 joueurs, où il va vraiment y avoir ce côté... qui va aller sur quel truc un peu répandu et va se battre pour le voir, qui va aller chercher un marché de niche, qui va aller se faire un peu avoir là-dessus, qui va essayer de faire telle ou telle chose. On va prendre des rôles finalement au fur et à mesure de la partie, pas forcément des rôles globaux, mais sur tel et tel élément, on va se répartir, et ça va pas se passer pareil. Dans des purs jeux d'optimisation un peu plus, dans des jeux plus tactiques, tout ça, mais dans des jeux de gestion et de développement et des Eurogames, c'est rarement très symétrique au bout de 2-3 tours maximum, quoi. Donc bon, là c'est des jeux qui proposent de mettre en place une asymétrie un peu différemment, et notamment je voulais parler de Great Zimbabwe, qui est un jeu qui m'a pas mal marqué, donc ça a été ma grosse découverte récente que j'ai adoré, même si c'est pas un jeu récent. Et donc c'est un jeu où on va se placer, qui va être assez froid et assez placement stratégique
calculatoire sur un plateau, avec comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire nos quelques points dont on a besoin. On n'a pas besoin d'énormément de points, mais c'est extrêmement précis comment on les fait au final, et très dans la compétition, et... Alors c'est précis, mais il y a quand même plusieurs choses à faire. Bon bref, c'est un super jeu. Et notamment, une des choses qu'il propose, c'est des dieux. Donc on va avoir chacun un dieu qui va nous donner un gros pouvoir personnel et qui va changer un peu notre objectif de points. Donc en fonction du dieu qu'on a, on devra faire plus ou moins de points pendant la partie. Au début de la partie, on commence sans dieu. Et au cours de la partie, on va pouvoir à n'importe quel moment pendant notre tour récupérer un dieu et ce sera notre seul dieu. En général, on le fait... Enfin, en général, j'ai fait 2 parties, hein, mais on le fait plutôt en début de partie. On a envie de le faire à un moment ou deux dans la partie. On devrait pouvoir jouer sans dieu. Je suis pas sûre que ça soit très rentable, mais peut-être que si, selon ce qui se passe. Et du coup, ça va créer un pouvoir qui va être assez fortement asymétrique parce que jouer son dieu, ça va nous donner une forte orientation et on le choisit pendant la partie, souvent vers le début. Mais du coup, il y a déjà un peu des circonstances qui font qu'on a envie de telle ou telle chose, qu'on regarde un peu comment se place le plateau, est-ce qu'on a misé pour être premier joueur ou pas, est-ce qu'il se passe différentes choses. On a du choix en dieu, donc même si on est dernier à choisir, on n'a pas aucun choix et que des trucs nuls. Et ça va changer, et certains très très fortement, la manière dont on réfléchit la partie. Il faut prendre en compte vraiment les dieux des autres pour savoir quelles opportunités on les laisse, parce que là ça va vraiment être un jeu, il y a un côté affrontement avec énormément bloquer les autres et leur empêcher d'avoir les opportunités qui leur permettraient de gagner, beaucoup plus que dans un pur jeu de gestion Eurogame. Donc ça, j'ai trouvé ça assez rigolo comme manière de l'implémenter. C'est pas au tout début du jeu, c'est pas une phase 0, ça fait partie du jeu, ça se fait quand même en début de partie, ça donne quand même des grosses orientations, c'est... Voilà, je l'ai peut-être déjà vu avant, mais assez rarement. Hop, donc sur une autre catégorie, donc Small World, de jeux de conquête bien connus, à chaque manche plus ou moins, donc on va jouer un peuple, on va prendre des pions, et donc c'est un peuple associé à un pouvoir, qui va nous donner donc des pouvoirs spécifiques pour ce peuple. On va jouer nos pions, au bout d'un moment, quand on a marre qu'il n'y a plus assez de pions pour les jouer, il va passer en déclin et on va reprendre un nouveau. Donc là, on est vraiment typiquement dans le côté asymétrique des jeux avec un petit pouvoir qui va nous donner un avantage sur les autres, sur tel ou tel élément, qui va nous permettre de conquérir, qui va nous permettre d'avoir pas les mêmes intérêts au même endroit, avec des pouvoirs personnels qui vont être choisis et changés au fur et à mesure de la partie. Donc on joue vraiment sur cette idée d'asymétrie, et en fait c'est vraiment un jeu sur cette idée de pouvoir asymétrique pendant toute la partie qui fait tout le sel du jeu. Antiquity, pour revenir sur un spottler, donc on rechange complètement pour revenir beaucoup plus proche du Great Zimbabwe. Donc dans Great Zimbabwe, on choisissait notre dieu qui nous donnait un gros pouvoir en début de partie. Dans Antiquity, à un moment dans la partie, et là pour le coup ça va pas être tout au début, on va pouvoir construire une cathédrale. Construire une cathédrale, ça nous donne un pouvoir assez important pendant la partie quand même, un pouvoir personnel, et ça va nous donner un objectif de fin de partie. Par exemple, avoir construit toutes ces maisons. Mais ça peut être complètement autre chose. Alors j'ai oublié ce que faisaient les autres pouvoirs, mais voilà. Je crois qu'on a le choix entre 4 ou 5 cathédrales différentes. Pour le coup, plusieurs personnes peuvent prendre la même, et ça va... Ouais, ou contrôler les villes des autres, par exemple, avoir les villes des autres sous sa zone d'influence. Donc on va pas attaquer les villes des autres dans le jeu, mais c'est cette idée de contrôle de territoire. Donc on va pas forcément aller du tout dans la même direction. Alors il y a des éléments qui restent importants parce qu'il y a un gros côté survie. Moi je n'ai fait qu'une partie. Réussir à s'étendre, réussir à se développer, c'est dur. Mais du coup l'objectif de la partie va pas être le même pour tout le monde. Donc pour moi c'est un des éléments d'asymétrie important. Donc comme j'ai dit, le fait de ne pas aller dans le même sens que les autres, le fait de ne pas chercher à faire les mêmes choses. Et là il va être choisi en cours de partie, cet objectif, et potentiellement changeable. Donc tout ça, moi je trouve ça très 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 rigolo. Et j'ai vraiment hâte de refaire, et c'est assez intéressant comme manière de voir les choses. Hop. Et ensuite, donc pareil, on ressaute du coq à l'âne, les deck building, et notamment les deck building un peu à la Star Realms, qui sont pas des choses où on démarre asymétrique, mais en fait très rapidement. Donc dans Star Realms, c'est un deck building où on va jouer des cartes, on va acheter des cartes et on va derrière en jouer, et globalement les cartes combattent entre elles entre cartes de la même couleur. Donc à partir du moment où on a commencé à acheter du rouge, on a envie de racheter du rouge. Et ça va nous vraiment donner des spécialités avec des axes en plus assez visibles dans Star Realms, on rejoue, en gros on prend 2 couleurs et on les joue à fond. Donc ça c'est quand même une forte asymétrie avec un fort axe en fonction du deck qu'on a, qui se constitue au fur et à mesure de la partie, et qui fait que se renforcer vers l'asymétrie, quasiment. C'est pas exactement vrai, hein, mais voilà, il y a aussi quand même cette notion de... ça devient très vite asymétrique en fonction de l'opportunité d'achat de début. Sur le deck building, j'ai l'impression que c'est quand même assez souvent le cas, parce que dans les deck building, les actions qui vont être disponibles, ce qu'on va jouer, ça va être comment on s'est spécialisé. C'est pas comme un jeu de développement
Alors, même si c'est un peu schématique de dire ça, mais dans les jeux de développement, on va se développer des avantages à faire telle et telle action. Dans un jeu de deck building, c'est vraiment quelles actions on va faire qu'on va récupérer au fur et à mesure. Hop. Quand on parle de pouvoir asymétrique, une catégorie qui a beaucoup de pouvoir asymétrique, c'est les coopératifs. Donc dans un coopératif notamment, donc là je parle plutôt de coopératif, un peu comme j'ai parlé dans la vidéo sur Spirit Island, où je parle de, pour moi c'est quoi un bon groupe pour les coopératifs. Un coopératif a information complète de stratégie, où on a toutes les informations sur le plateau, on va chacun incarner un personnage, mais au final on prend des décisions collégialement. Du coup, souvent, il y a des pouvoirs personnels. Donc, par exemple, dans Pandemic Legacy, chacun a un rôle. Le médecin qui va soigner mieux, le répartiteur qui va pouvoir déplacer les autres. Il y en a un qui va construire des stations de recherche. Pandemic Legacy, c'est encore plus visible puisqu'on se spécialise au fur et à mesure des parties, de plus en plus avec des avantages et des désavantages chacun, qui vont être évolutifs. Et du coup, on a vraiment des personnages spécialisés dans tel ou tel élément. Dans Spirit Island, là, ça va être différents esprits qui vont se battre, et du coup, là, on va avoir à la fois notre développement qui va pas être la même chose, donc tout le monde va pas jouer le même nombre de cartes, tout le monde va pas avoir le même deck, et on n'a pas du tout les mêmes orientations les uns que les autres dans ce qu'on va pouvoir faire, et dans comment on le fait, les deux. Dans Marvel Champions, pour le coup, donc on est encore une fois donc, dans plutôt du deck builder, donc un truc qu'on a constitué notre deck avant, on a différents personnages, et là ça va être un jeu un peu de contrôle, où on va jouer nos cartes de manière tactique pour essayer de contrer les catastrophes qui arrivent à chaque fois, et essayer de survivre. Et là pareil, chacun des personnages a ses spécialités, en fonction de comment on a construit notre deck, on va avoir telle ou telle spécialité, donc il y en a certains qui vont être plus aptes à aller taper les petits mobs, d'autres qui vont aller plus faire du contrôle pour éviter les grosses catastrophes, ce genre de choses, et ça reste fortement asymétrique, et on se répartit un peu les rôles sur qui va être capable de faire quoi autour de la table, beaucoup. The Loop, alors là c'est parce qu'on a un système de deck building où on a un deck en commun pour tous plus ou moins, et dès qu'on va récupérer cette carte à nous, il va se passer différentes choses, donc on a différents types de symboles, bon, bref c'est... Voilà, mais du coup on a vraiment des personnages qui ont donc un pouvoir chacun, donc là on a un petit pouvoir à la pandémie, et en plus de ça des cartes qui vont être spécialisées pour chacun sur comment ça va se passer. Du coup on a un peu ce mélange de... Bon les cartes sont pas 100% personnelles, mais oui, de ce mélange de cartes qui nous développent dans un sens et de spécialités un peu intrinsèques entre tout le monde. Et du coup, sur tous ces jeux, j'aurais pas dû faire comme ça, on a l'impression que le rôle de chacun va être très différencié. Et à la fois, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est pas le rôle de chacun autour de la table, c'est pas le rôle de chacun des joueurs, c'est le rôle de chacun des pions. Parce que comme on prend les... Pour moi, c'est le genre de jeu où il y a zéro asymétrie entre les joueurs, parce qu'on a tous le même objectif, on a tous... la même situation, puisqu'on a tous le même but, on est tous dans la même équipe, et donc on va vraiment essayer de réfléchir tous ensemble à ce que tout le monde peut faire. Donc, quel pion, quel personnage, quelle main de carte va pouvoir faire telle ou telle chose, oui ça joue. Des fois, par exemple dans Spirit Island ou dans Marvel Champions, où on est vraiment en train de jouer nos cartes et c'est nous qui allons optimiser nos cartes, oui on va plus jouer sur certains critères que sur d'autres, mais globalement... c'est quoi le but, comment on y arrive logistiquement, c'est quoi le plan, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce que si on fait ça marche. Cette réflexion, elle est entièrement partagée. Donc pour moi, c'est les jeux limite les plus symétriques qui soient, puisqu'on a tous envie de réfléchir exactement comme tous les autres, dans le même but. Du coup, moi, je compte pas du tout ça comme des pouvoirs asymétriques. Comme des pouvoirs asymétriques de joueurs, comme des pouvoirs asymétriques de pions, oui. Mais on réfléchit ensemble avec... D'ailleurs, pour moi, Pandémie, je joue avec 4 pions, 4 personnages, quel que soit le nombre de joueurs, et ils sont affiliés en théorie à un joueur, donc dans les Legacy, c'est un peu plus vrai, parce que du coup, on s'amuse un peu à voir comment on les oriente chacun. Mais en vrai, les joueurs ne sont pas asymétriques, les pions sont asymétriques. C'est un peu mon opinion sur la plupart des coopératifs comme ça à information complète, même si au final chacun va un peu se concentrer sur quelque chose en fonction de son deck, mais aussi en fonction de ses spécialités. Il y en a qui vont être meilleurs pour opérer les trucs géographiques, d'autres sur les enchaînements logiques, enfin je sais pas, je dis un peu tout et n'importe quoi, mais comme dans n'importe quelle équipe, tout le monde n'a pas les mêmes spécialités, quoi, tout simplement de contribution. Pareil sur un unlock au final, tout le monde va pas forcément résoudre les mêmes énigmes à la même vitesse, mais c'est pas une asymétrie du jeu. On se met dans la même position.
Dans une catégorie différente et dans laquelle je rentre plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, il y a tout ce qui est jeu d'ambiance, où là pour le coup il va y avoir des vraies asymétries de c'est pas le même but. Donc le premier exemple que je vais vous prendre c'est Pictionary. Donc Pictionary, il y en a un qui dessine et qui essaye de faire deviner ce qu'il dessine, et les autres qui essayent de deviner ce qu'il est en train de dessiner. On n'est clairement pas dans le même genre de compétences mises en place, on n'est pas dans la même action, on n'est pas en train de faire la même chose en fait autour de la table. Bon, on alterne les tours, mais à un moment donné, c'est extrêmement asymétrique. Et ça, c'est vrai pour tous les jeux de devinettes, pour tous les jeux comme ça où il y a quelqu'un qui mène l'action et les autres qui réagissent à cette action. Il y a quelqu'un qui essaye de faire deviner, les autres qui devinent, tout ça. Donc, je trouve que dans les jeux d'ambiance, c'est des jeux qui sont vraiment très très asymétriques dans qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait. Et ça, on n'y pense même pas de cette manière-là. En général, parce qu'on alterne les rôles, mais même quand il y en a qui préfèrent faire certains rôles que d'autres. Donc, par exemple, sur Mysterium, pour le coup, on prend le même rôle pendant toute la partie. Il y en a un qui va faire deviner aux autres, qui va être le fantôme, et d'autres qui vont être les voyants, qui vont deviner les choses. Là, le rôle, il est asymétrique, il est assumé pendant toute la partie. Certains vont préférer certains rôles à d'autres. Et oui, on n'est pas dans la même mentalisation. Donc là, on retrouve un peu ce qu'on retrouvait dans les jeux de track, dans les jeux de guessing, dans tout ça, où on essaye de mentaliser ce que l'autre il a pu mentaliser, et donc de simuler la pensée de l'autre. On retrouve un peu ce genre d'éléments. Ensuite, sur des jeux qui ont un peu semi-rien à voir, mais qui restent un jeu d'ambiance, au sens c'est le côté social qui a plus d'importance que la stratégie, même si c'est pas tout à fait vrai. Donc Captain Sonar, c'est quand même un jeu où il y a un vrai but tactique de couler le sous-marin de l'autre, et là ça va être un jeu qui va être très très fortement asymétrique, et qui est un peu une expérience de jeu, où là, on est deux équipes de 4 en face à face, et dans chaque équipe, chacun a un rôle qui est vraiment très très différencié. Le capitaine, il dit quelle est la direction qu'on prend, le chef machiniste, il va dire quand est-ce qu'on active telle ou telle puissance machine, le mec qui se dirige va essayer de conseiller le capitaine où est-ce qu'on va pour essayer de trouver où est l'autre pour essayer de le taper et d'essayer d'écouter les ordres de l'autre en même temps, donc le sonar. Et il y en a un qui gère les pannes et qui va dire pour pas qu'on soit bloqué. Donc chacun a son plateau, comme on est en temps réel, on peut pas tout gérer, donc ça c'est vraiment un peu intrinsèque au temps réel. Et il y a un vrai travail d'équipe avec des énormes spécialités, avec quelque chose où les rôles ne sont pas du tout interchangeables, on ne vit pas la partie de la même façon en fonction de son rôle, et on a juste quelqu'un qui a le même rôle que nous dans l'équipe d'en face. Donc ça c'est... Voilà, il y a un côté équipe qui est fou. Pour moi, c'est pour ça que ça se rapproche un peu dans le jeu d'ambiance, hein, parce que c'est la coordination dans l'équipe qui va être plus au cœur que est-ce qu'on a bien joué ou pas. Le bien joué tactiquement, c'est presque secondaire. Et ça, je pense que c'est le plus vrai jeu asymétrique que je connaisse, sur quoi on se concentre chacun, et on doit quand même se coordonner. Donc ouais. Et ensuite, donc ça je vais juste faire une aparté dessus, on parle plus vraiment de la même chose, mais sur les jeux de rôle, donc on va prendre du jeu de rôle vraiment classique avec un MJ et une équipe avec, disons, un voleur, un bourrin, bon peu importe. Pour moi là il y a deux rôles asymétriques, il y a vraiment le MJ qui met en place l'histoire et les autres qui y réagissent. Par contre le fait que chacun ait ses spécialités en combat ou en trucs comme ça, c'est pas de la vraie asymétrie mentale, parce que oui, on va pas mener les mêmes actions au point de vue de ce qu'on dit. Par contre, le fait de mentaliser, ok, je projette un personnage, j'essaye de l'incarner, j'essaye de dire tel et tel truc à sa place, et de regarder comment il va réagir, de choisir des actions. Au point de vue de la construction du récit collaboratif, il y en a un qui construit la scène et qui essaye de mettre en place des choses et de faire avancer le scénario, et d'autres qui y réagissent, et c'est deux rôles qui incarnent, qui sont beaucoup plus dans la théâtrisation. Alors après ça dépend encore une fois, hein, c'est très dur de parler de tout, n'importe quoi en général, mais du coup oui, ça va être deux rôles très dissymétriques. Après le fait de jouer des personnages différents dans un jeu de rôle d'un peu de quel qu'il soit, ça va globalement être beaucoup moins dissymétrique pour moi. Peut-être moins dans des jeux d'enquête où où il y a les buts un peu différents sur les personnages, et certains qui veulent vraiment mener l'enquête et d'autres pas, parce que du coup dans l'enquête là on repart dans autre chose qu'une incarnation de rôle, autre chose que du jeu théâtral, disons, et de l'incarnation de personnages, parce qu'il y a un côté déduction qu'on va plus ou moins jouer, donc on va pas être tout à fait dans le même type de jeu, touche chacun non plus, mais voilà. Hop. Et du coup, je voulais juste finir sur quelques éléments un peu autour de cette asymétrie sur des jeux différents, peut-être où on s'y serait moins attendu, où c'est moins ce qu'on pense quand on pense de jeux asymétriques, ou qui sont plus nouveaux, ou je sais pas, enfin voilà. Le premier dont je voulais parler, c'est Santorini. Donc Santorini, c'est vraiment un jeu abstrait de placement, où on va pouvoir se mettre à côté d'un... On a un tableau avec des cases, un peu façon échec ou dame, j'ai envie de dire, et on va donc
avoir son personnage, le but c'est de le faire monter, de pouvoir toujours se déplacer ou de le faire monter plus haut, je sais plus. Et pour ça on va construire des bâtiments, donc à chaque tour on pose un bâtiment et on peut se déplacer, on va pouvoir mettre des coupoles, des choses comme ça, et le but c'est de bloquer l'autre. Donc on est vraiment dans du pur jeu abstrait de calcul de mouvement, et le petit truc c'est qu'on va partir avec un pouvoir chacun qui va donner une petite flexibilité, une petite règle un peu différente sur un jeu purement de stratégie abstraite. Donc il y en a qui sont asymétriques de base, tout ça. Là j'ai l'impression que ça existe un peu de plus en plus, et qui sont variables de partie en partie, et qui font d'autres choses. Donc c'est rigolo de constater ça dans un domaine un peu différent, et qui justement met un peu en avant le côté froid et symétrique un peu souvent de base. Voilà. Hop, c'est pas le seul. Là où ça m'a beaucoup amusé de le voir aussi, c'est dans Kabuto Sumo. Donc Kabuto Sumo, c'est un jeu un peu de dextérité, c'est dur à décrire. On a un plateau rond sur lequel il y a des bouts en bois, des différents jetons en bois, et à chaque tour on va pousser un pion sur le plateau, donc comme les pions sont un peu pas de forme rectangulaire, on a un peu du mal à prévoir comment ça va tomber, et le but c'est que le pion, donc on a un pion distingué qui est nous sur le plateau, on va essayer de pousser l'adversaire en dehors du plateau. Et ce qui est assez rigolo, c'est que nos pions, donc là on a l'impression que c'est un pur jeu un peu de dextérité, de palais, de pourquoi il y aurait des pouvoirs, et donc il va y avoir des pouvoirs qui vont s'activer en fonction de quel pion va toucher quelle pièce, selon les personnages, qui vont être vraiment très différents, vraiment très variés, et qui vont un peu changer la manière de jouer, et alors là on est plus dans la variation pour changer un peu les parties que dans l'affrontement, mais dans les opportunités qu'on laisse à l'autre, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc c'est un jeu à 2 ou à 4 en équipe de 2. Voilà, donc ça c'est... Ouais, rigolo aussi comme asymétrie, il m'a surpris. Et ensuite, donc un jeu qui n'est pas asymétrique et qui se joue seul, par exemple, c'est One Deck Dungeon, c'est pas le seul. Mais en gros, c'est un jeu solo où on va jouer un aventurier qui va faire un donjon, qui va poutrer des monstres, etc. Et on va essayer d'arriver au bout du donjon. C'est un jeu qui... Donc on a un personnage qu'on incarne, par contre il y a 4 variations de personnages avec chacun leur pouvoir personnel, avec chacun leurs éléments, et ça on retrouve un peu le côté pouvoir variable de joueur qu'on retrouve dans l'extension par exemple de Narak. Et pour le coup c'est un pur solo, et ça met un peu en avant pour moi ce côté, on n'est pas en train de jouer de la symétrie, on est en train de jouer de la variabilité de partie et des bonus un peu différents. Donc c'était juste pour signaler que voilà, cette variation de pouvoir, on la retrouve aussi dans du solo. Donc dans du solo, en plus, ça permet vraiment de varier les parties plus, puisqu'il n'y a pas le côté prendre le marché de niche ou ce genre de choses. Mais du coup, on retrouve le même genre de dynamique que dans certaines visions de la symétrie. Voilà. Du coup, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Hop, ouais, voilà, ça finit beaucoup en termes de liste. Je vais partir dans l'autre sens, hop. Donc c'est... Je sais pas si c'était formidablement intéressant. Pour moi, il y a vraiment des choses un peu derrière sur qu'est-ce qu'on veut dire sur la symétrie dans les jeux. Est-ce que ça veut dire qu'on pense pas tous de la même manière autour de la table? Et dans ce cas, ceux qui sont cités sont pas forcément les plus asymétriques en vrai, puisque tous ceux, on doit simuler la réflexion de l'autre. Au final, on est un peu obligé de tous réfléchir de la même manière en réfléchissant à toutes les manières de jouer. Ou est-ce qu'on est dans des mentalisations un peu différentes de ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on a des pouvoirs personnels? Est-ce qu'il y a juste des orientations qui ont été créées au fur et à mesure de la partie alors que le début était totalement symétrique ou pas? Je pense que tous les jeux sont globalement asymétriques quasiment assez rapidement parce qu'on se développe différemment, qu'on pense pas tous de la même manière, qu'on n'a pas tous les mêmes envies aussi, bêtement. Moi par exemple sur Ark Nova, il y a des fois où j'ai plus envie de jouer tel ou tel truc, ou je vais avoir un jeu qui va bien coller, ou je sais que je vais avoir plus tendance à faire certaines stratégies sur un jeu juste parce que moi j'aime plus, et ça n'a pas un côté purement rationnel. Alors il y a quand même beaucoup de rationnel, hein, mais voilà, il y a toujours des gens qui ont des tendances, il y en a qui vont jouer plus agressif, il y en a qui vont jouer plus dans leur coin, il y en a qui vont jouer, il y a un côté caractère, il y a un côté goût, et donc il y a plein de choses qui créent de l'asymétrie. Et pour moi, le fait de se dire il y a un départ asymétrique, donc c'est plus riche, ça, je suis pas si d'accord que ça avec. Pour moi, des fois, il y a un côté un peu fausse richesse avec la variabilité. La variabilité des conditions initiales, ça va pas forcément donner des parties plus variées. Ça peut aussi donner des parties un peu plus linéaires. Après, dans des vrais jeux de rapport de force par rapport à l'autre et de juguler, donc là on va plus être dans des jeux d'affrontement, donc des jeux à la route ou des jeux que moi je joue beaucoup à 2 joueurs. Qu'est-ce qui va se passer autour de la table? Qui va avoir quelle tendance à faire quoi? Et comment faire en sorte de contrer l'autre? Et dans ce cas on est beaucoup plus dans le contre. Là on a
on a des choses qui se passent pas de la même manière avec une question de rapport de force, voilà. Et ça, dans les jeux de gestion, je l'ai relativement peu vu. Un petit peu peut-être dans du Gaia Project ou des choses comme ça, mais il y a des opportunités qu'il faut éviter de laisser à certains peuples, à certaines choses, à tout ça. Le fait aussi d'avoir les mêmes objectifs de victoire ou pas, ça peut jouer. Et ça, je me suis surprise à trouver que ça existait moins dans ma tête que ce que je pensais. J'ai moins d'exemples de jeux où on n'a pas le même objectif que le voisin pour gagner. Donc voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve du coup demain, donc j'espère pour un jeu que vous aurez choisi et dont je parlerai en mode défi. Et après, je vais me taire pendant 2 jours parce que ce week-end je suis occupée. Waouh, pour une fois. Et puis à une prochaine. Voilà. Gros bisous. Salut.